merci beaucoup de nous rejoindre pour cette nouvelle plénière, une plénière ambitieuse sur la souveraineté énergétique, donc un sujet brûlant de notre actualité 2022. Et sans plus attendre, pour inaugurer cette plénière, je vais faire appel à Monsieur Bertrand Valcaner, directeur général adjoint de l'Agence française de développement, qui nous fait l'honneur d'ouvrir cette plénière. À vous la parole, Monsieur Valcaner. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, rebonjour à toutes et à tous pour ceux qui étaient là à l'aube, à l'occasion de l'ouverture de cette journée Emerging Valley. Je renouvelle mes remerciements à Samir et à son équipe pour l'organisation de ce bel événement et pour la place qu'il nous a donnée et qui va nous permettre aujourd'hui de vous présenter les résultats du travail mené par les équipes de l'Agence française de développement avec le soutien ferme, inconditionnel et déterminé de la Commission européenne, représenté aujourd'hui par Arnaud Demort, que je salue, qui est chef d'unité adjoint à la Direction générale des partenariats internationaux et qui représente le directeur général qui n'a pas pu venir nous rejoindre aujourd'hui. Encore un grand merci à la Commission pour la confiance qu'elle nous a faite. Alors de quoi est-ce qu'on va parler dans ce panel? On va parler d'énergie, on va parler d'accès à l'électricité. C'est aujourd'hui 800 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas un accès à une électricité pour remplir les usages domestiques les plus simples. Et c'est évidemment un enjeu majeur pour les pays en développement. C'est quelque chose qui est au cœur des discussions de la COP27, qui vient de se finir à Sharm el-Sheikh, et qui est au cœur des discussions que la Commission européenne, que l'Agence française de développement, que les pays africains ont avec la France et avec leurs partenaires. Et donc c'est un axe très important. L'Agence française de développement engage 12 milliards d'euros par an dans le financement de projets de développement. 2 milliards sont consacrés aux projets en matière d'énergie et avec une composante accès à l'énergie, énergie renouvelable et performance des systèmes énergétiques qui est au cœur de la facilité digitale énergétique, Digital Energy Facility, qui est le programme financé à hauteur de 27 millions d'euros par la Commission européenne et auquel nous avons souhaité, et nous avons pu, et merci encore à eux, associer l'ADEME, l'Agence française pour l'énergie et la maîtrise énergétique, qui nous a rejoints sur ce partenariat. Donc nous travaillons depuis maintenant 2 ans, et il y aura encore 2 ans pour mettre en œuvre ce programme, et je crois pouvoir dire que les équipes de l'AFD y ont trouvé beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de satisfaction que de pouvoir travailler sur cette thématique en lui donnant un visage humain. Et un visage humain parce que ce sont des entrepreneurs, des femmes et des hommes, vous allez les rencontrer aujourd'hui dans l'heure qui va venir devant nous, et qui nous permet d'associer un travail sur des infrastructures, énergie photovoltaïque, énergie éolienne. Je parlais avec monsieur Demort du projet du barrage Nartigal au Cameroun, qui est une infrastructure absolument majestueuse, je pense, dans une certaine mesure, au regard de l'ampleur qu'elle prend et de l'impact qu'elle va avoir sur la production énergétique camerounaise. Et donc là, vous voyez le visage humain de ce que nous essayons de construire dans le cadre de ce partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Donc 10 personnes, 10 lauréats qui seront présentés en fin de séance, et puis une réflexion, un travail que nous faisons au long cours pour construire cette offre énergétique de demain. C'est une offre énergétique qui est évidemment de plus en plus digitale. Le digital permet de piloter les réseaux, de piloter le stockage de l'énergie, permet également de piloter des réseaux off-grid. Et puis, l'énergie n'est pas une fin en soi. L'énergie, c'est l'accès à des informations météorologiques, par exemple, pour l'agriculture. C'est l'accès à des services de paiement. C'est la capacité à développer des places de marché et donc à créer un écosystème qui permet de désenclaver, qui permet d'assurer une continuité territoriale pour des personnes, pour des territoires qui sont reculés, qui permet aussi de trouver un équilibre dans le développement d'un pays entre les zones urbaines et les zones rurales. Donc c'est tout ça qui est encapsulé dans le projet qui va vous être présenté et qui a la spécificité d'être construit comme un partenariat entre des énergéticiens dans des grosses et grandes entreprises africaines et puis des start-up, donc des petites entreprises africaines, avec cette conviction que secteur public, secteur privé doivent travailler ensemble et qu'il y a une nécessité que les grandes entreprises
aille chercher des sources d'innovation auprès de ces petites entreprises, ces start-up innovantes, et que quelque part, ces grandes entreprises sont la garantie d'un volume d'affaires qui va permettre d'accompagner le développement de ces entreprises qui ont besoin de capitaux, qui ont besoin de financement, mais qui ont quand même d'abord et avant tout besoin de clients pour pouvoir se développer. Voilà donc ce que nous avons essayé de construire. Voilà le mandat qui nous a été donné par la Commission européenne. Voilà les partenariats que nous allons vous présenter en cette matinée. Et j'espère que les lauréats qui vous seront présentés en fin de matinée répondront à questions, attentes et interrogations que vous pouvez avoir sur l'avenir du secteur énergétique africain et la façon dont l'Europe et l'Afrique peuvent travailler ces questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Vercaner, d'avoir posé les enjeux du débat. Vous pouvez l'applaudir à nouveau. Et j'appelle tout de suite Monsieur Arnaud Demour à nous rejoindre, qui est chef d'unité adjoint à la Direction générale des partenariats internationaux de l'Union européenne. Merci beaucoup, Monsieur Demour. Merci beaucoup de nous avoir invités à participer à cet événement. Comme l'a mentionné le directeur général adjoint de l'AFD, notre directeur général de la DG des partenariats internationaux aurait aimé être là en personne aujourd'hui ou à distance. Malheureusement, son agenda ne lui a pas permis d'être là. Et donc, je vais avoir le plaisir et l'honneur de délivrer en fait son message. I think we are fully bilingual, or multilingual, so I... Je pense qu'on est tous bilingues ou multilingues. Je sais qu'il y a des personnes anglophones, donc je vais vous parler en anglais. Vous savez que le sommet Emerging Valley rassemble l'écosystème de l'innovation numérique d'Afrique et d'Europe dans un esprit de coopération et de co-innovation pour contribuer à répondre aux plus grands défis de notre époque, depuis la sécurité alimentaire jusqu'aux crises climatiques et énergétiques. Pour citer notre président, la COP27 a confirmé que le monde ne va pas reculer sur les accords de Paris. C'est une étape importante vers la justice climatique. Cependant, la science est claire, il faut en faire beaucoup plus pour que la planète reste vivable. Ce qui est également clair, c'est que l'Union européenne joue un rôle essentiel à Sharm el-Sheikh et ne cessera pas ses actions internationales et internes. En Europe, nous voulons devenir neutres en carbone d'ici à 2050. C'est un défi formidable et une très grande opportunité. Le pacte vert européen, c'est notre feuille de route pour répondre à la crise énergétique et pour atteindre net zéro émission. Et cela nécessite une transformation en profondeur de notre économie, de notre société, de nos systèmes énergétiques. Tous nos partenaires en Afrique sont tout aussi inquiets par des conséquences de la crise climatique, avec des besoins énergétiques qui sont appelés à doubler d'ici à 2040. La transition verte offre de vastes opportunités pour l'Afrique. Il y a beaucoup d'intérêt à améliorer l'accès à l'énergie, la transition et l'industrialisation. Pour chaque dollar investi, l'énergie renouvelable crée 2 à 5 fois plus d'emplois que les carburants fossiles. Les investissements dans l'économie verte, l'adaptation au climat, l'agriculture durable peut apporter jusqu'à 25 fois plus d'emplois que les carburants fossiles. Donc nous avons tous un intérêt partagé à passer aux énergies propres le plus rapidement possible. Notre avenir en dépend. Décarboniser, électrifier et décentraliser nos systèmes énergétiques nécessite la numérisation, les technologies numériques. Elles peuvent permettre d'améliorer la compétitivité et aider à développer une approche qualitative vis-à-vis des normes, des produits et des services. Avec cette stratégie du portail mondial, l'Europe apporte une contribution essentielle au succès de la transition verte et numérique dans ces pays partenaires, dans une approche durable. Pour l'Afrique, nous présumons que le package d'investissement, qui vaut au moins 150 milliards,
reflète les priorités de l'agenda 2023 de l'Union africaine. Dans le cadre du package d'investissement Global Gateway, l'Union européenne va soutenir une initiative Europe-Afrique énergie verte avec 3,4 milliards d'euros pour la période 2021-2027 pour améliorer l'accès à l'énergie, l'électricité renouvelable, l'efficacité, faciliter les investissements et l'intégration des marchés. Nous avons conçu des programmes phares pour soutenir nos partenaires africains dans leur transformation numérique, avec 3,7 milliards dédiés à ces actions. Avec le pont Afrique-Europe d'innovation, nous créons un réseau de hubs d'innovation numérique pour répondre aux défis technologiques, en particulier pour les entrepreneurs jeunes et pour les femmes. Le financement européen pour le développement durable plus va augmenter notre faculté de lever en plus des fonds privés. Nous travaillons avec la Banque européenne d'investissement pour les capitaux risques, pour apporter des capitaux risques vers les entreprises numériques en Afrique. Nous avons besoin d'innovation pour répondre à ces défis. Nous ne devons pas continuer le business as usual. C'est pourquoi nous croyons dans les nouveaux partenariats, dans les startups et dans l'innovation. C'est le but de la facilité Digital Energy qui est mise en place par l'AFD pour soutenir l'innovation dans les réseaux énergétiques. La facility consiste à construire des partenariats entre startups européennes et africaines pour des systèmes énergétiques plus propres, plus intelligents et pour un meilleur accès à l'énergie. Le vainqueur de la deuxième édition des challenges va être annoncé aujourd'hui. Alors, je ne vais pas gâcher la surprise, je voudrais reconnaître l'excellence des 10 projets qui ont été sélectionnés cette année et j'ai hâte de voir ces projets, ces solutions innovantes mises à l'échelle pour la gestion intelligente des systèmes énergétiques avec des solutions qui permettent d'acheminer l'électricité dans des zones isolées et qui permettent de faire un meilleur usage de l'énergie qui est disponible. Je vous souhaite un événement très productif et j'ai hâte d'entendre toutes ces nouvelles idées de co-innovation que vous pourrez nous proposer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Demour. Merci beaucoup d'avoir donné la vision de l'Union européenne. Et donc, on vous retrouve avec Monsieur Valkaner dans 45 minutes pour la remise des prix. On peut les applaudir à nouveau tous les deux. Et donc, sans plus attendre, on passe au débat. Je suis excellemment bien entourée pour ce débat ambitieux. Je l'ai dit tout à l'heure sur ce sujet brûlant de l'actualité, sur la souveraineté énergétique, l'innovation technologique au cœur de la mise en place de politiques énergétiques durables, souveraines et résilientes en Afrique. Je suis donc accompagnée de Madame Nadine Berthomieux, qui est ingénieure SER, donc Service Énergie Renouvelable et Réseau de l'ADEME, de Nicolas Guichard, qui est responsable de la division Énergie, Agence française de développement, donc de Monsieur Demour, que nous avons présenté tout à l'heure, de Monsieur Sid Ali Zerouki, qui est directeur général d'Algeria Venture, de Monsieur Shekib Twibi, que nous avons en ligne, qui est chef du département groupe équipement, transport, électricité et interconnexion de STEG Med TSO. And we have two English speakers today. We have Johannes Andreas, who's powered... Nous avons également deux intervenants anglophones. Geoffrey Mburu, qui est le cofondateur de Green Innovation Ventures Enterprises. D'être là aujourd'hui, donc je le disais, à l'heure de la recomposition des alliances et des bouleversements géopolitiques qui traversent nos deux continents sous le prisme de la guerre en Ukraine, l'importance du partenariat Europe-Afrique ne s'en trouve que renforcée. Donc nous sommes aujourd'hui réunis pour parler des problèmes, mais aussi des solutions. Comment faire pour faire face ensemble, main dans la main, Europe et Afrique, et trouver des solutions face aux défis régaliens qui nous sont posés. Et donc on va entrer sans plus attendre dans cette plénière, et je vais commencer sur
L'innovation. J'aimerais qu'on entre dans cette plénière par l'innovation, les solutions qui nous ont proposées en termes de smart grid, d'énergie renouvelable, de production distribuée, pour voir que l'innovation catalyse aujourd'hui la refonte des solutions énergétiques. Et donc on commence sans plus attendre avec vous, Nicolas. Au sortir de la COP27, le consensus est largement partagé sur la nécessité de donner les moyens aux pays du Sud, et en premier lieu donc à l'Afrique, d'engager cette transition énergétique, une transition qui soit juste. Comment procéder et en quoi l'innovation peut-elle servir ces objectifs ambitieux? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, lors de cette COP, on a beaucoup parlé de transition énergétique et juste. Et je pense que pendant la COP, les pays africains ont aussi donné leur vision de cette transition juste. Ça passe avant tout par un accès universel à des services énergétiques modernes. Ça passe ensuite par des trajectoires de développement économique, d'industrialisation aussi, qui soient le plus décarbonées possible. Et bien sûr, avec le plus d'impact socio-économique et de retombées pour les populations, pour la jeunesse, en termes d'emploi notamment. Et pour permettre cette transition, pour l'accélérer aussi lorsqu'elle a démarré, et c'est le cas dans la plupart des pays, l'innovation aura un rôle effectivement majeur. On le verra tout à l'heure à travers le challenge, mais il y a beaucoup d'innovations sur l'accès à l'électricité. L'accès hors réseau occupera une place très importante pour cette atteinte d'accès universel. Et il y a énormément d'innovations qui a déjà eu lieu et qui a permis un vrai décollage, mais qui est encore attendu pour améliorer les systèmes hors réseau, les mini-réseaux et améliorer aussi leur business model. Il y a de l'innovation aussi qui est déjà en place sur la production d'électricité. Il faut déjà maintenant accélérer le déploiement à très grande échelle des innovations d'il y a 10-15 ans. Le solaire, par exemple, qui est aujourd'hui très compétitif, doit se déployer à très grande échelle. Il faut accélérer sur les innovations de ces années, sur le stockage, par exemple. Les premiers projets sont installés, il faut vraiment aller plus vite. Le solaire flottant, il y a beaucoup de choses qui sont au niveau encore pilote et qui doivent maintenant décoller. Il faut accélérer aussi sur les réseaux, sur la modernisation des réseaux, parce que pour intégrer justement plus d'énergie renouvelable, ce sera indispensable. Donc il faut vraiment... Et puis il y a aussi les innovations de demain, comme l'hydrogène vert, dont on voit aujourd'hui les premiers pilotes émerger. Et un petit mot pour finir peut-être aussi, à cette COP, on a aussi parlé beaucoup d'adaptation, et pas seulement de décarbonation. Et sur l'adaptation aussi, l'innovation sera majeure. Sur les systèmes électriques, pour pouvoir gérer des conditions beaucoup plus extrêmes, des phénomènes météo qui vont venir déstabiliser le réseau, qui vont limiter la production. Là aussi, pour les opérateurs électriques, il y aura besoin d'innovation, d'une meilleure connaissance de leur réseau, d'une capacité de réaction à ces phénomènes extrêmes. Donc sur atténuation comme sur adaptation, je pense que l'innovation aura un rôle vraiment majeur à jouer. Merci beaucoup, Monsieur Guichard. Donc, on a parlé effectivement du solaire. Je vais me tourner vers vous, Monsieur Demour. Sur la vision de l'Union européenne, on sait que les énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique font partie des priorités de l'Union européenne. Quels sont les objectifs en la matière et quelles autres priorités ont été définies pour encourager la transition énergétique à un niveau global, en synergie avec les partenaires du continent? Merci beaucoup. Comme je le disais dans mes propos introductifs, en fait, vous savez très bien qu'au niveau européen, en fait, l'ambition, c'est d'être une économie et un continent neutre en carbone en 2050. On a un objectif de réduction des gaz à effet de serre de 55% à horizon 2030. Et en parallèle, on travaille effectivement en partenariat avec le continent africain. Donc au niveau africain, nous sommes pleinement alignés avec les objectifs de l'Union africaine et nous travaillons à un niveau continental, à un niveau régional et à un niveau national. Donc au niveau continental, dans le cadre de cette initiative sur les énergies renouvelables entre l'Union africaine et l'Europe, l'idée c'est de soutenir le continent dans la mise en œuvre d'un Continental Master Plan sur les systèmes énergétiques, de travailler sur la mise en place d'un système de marché de l'électricité continentale, de travailler aussi au niveau régional, au niveau de l'intégration régionale à travers les power pools d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, d'Afrique du Sud, d'Afrique australe et aussi au niveau de la partie du Maghreb. Et on travaille au niveau bilatéral avec au moins une vingtaine de pays. Donc on soutient
ces initiatives pour construire à peu près 300 gigawatts de puissance, pour augmenter l'accès à l'électricité d'environ 100 à 200 millions de personnes. Et on y contribue en équipe Europe. Alors, on voit bien que lors de la dernière décade, on a à peu près multiplié par 2 le taux d'accès à l'énergie, en passant de 10 à peu près à 20 millions de personnes qui accédaient à l'énergie par an. C'est loin d'être suffisant, puisqu'on a encore 570 millions de personnes qui n'ont pas accès. Et donc, l'un des effets leviers aussi, c'est de voir comment on peut mobiliser en équipe Europe avec les institutions financières européennes et aussi internationales, également le secteur privé européen, pour vraiment avoir un effet de levier, et notamment à travers les systèmes de garantie. Merci beaucoup. Donc, l'équipe Europe, on va revenir en France à présent avec vous. Pour l'ADEME, Nadine, l'ADEME soutient la digitalisation des réseaux en France, avec notamment le plan d'investissement France 2030. Quelles sont les thématiques principales de ce plan? Et est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience des premières initiatives? Entendu. Oui, le micro marche. Donc effectivement, ce qui est curieux, c'est que quand j'ai pas été partie prenante du challenge, et je n'ai pas donc participé au choix des lauréats, mais je me suis aperçue que finalement les sujets qui sont traités dans ce challenge sont assez proches de ceux que l'on voit en France métropolitaine, puisqu'on accompagne les sujets Smart Grid depuis 2010 à l'ADEME. Je vous invite d'ailleurs à télécharger le rapport Système électrique intelligent, le soutien de l'ADEME à l'innovation depuis 2010, dans lesquels on voit trois thématiques principales émerger, qui sont celles que l'on retrouve dans les projets lauréats de ce challenge qui nous occupe aujourd'hui. Donc, pour y revenir, nous, on catégorise finalement ces innovations en trois points distincts. Le premier, il s'agit de modéliser plus finement les réseaux, on l'a dit, pour faciliter leur conception et leur exploitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire passer par du smart meter, mais pas uniquement. Le smart meter, le compteur intelligent. Ça peut passer par de l'instrumentalisation des réseaux. Et le jumeau numérique qui sera créé grâce à la modélisation permettra essentiellement de mieux équilibrer les réseaux, de plus facilement identifier les pannes, ou encore d'identifier également les fuites techniques de ces réseaux. Et ça, ce sont 3 éléments essentiels à une bonne gestion des réseaux aujourd'hui. Et on voit qu'en France, on y est arrivé ces 10 dernières années. Donc, c'est finalement très, très récent. L'autre thématique abordée dans France Relance, c'est le pilotage, on l'a dit, de la consommation. Alors, le pilotage de la consommation, c'est à travers les smart meters, encore une fois, mais pas uniquement. Il peut y avoir des outils digitaux différents pour aller piloter la consommation chez les usagers. Cela soulève des problèmes d'acceptation sociale qui ne sont pas encore réduits, loin de là. Mais néanmoins, c'est une solution pour pouvoir avoir un équilibre offre-demande qui soit au rendez-vous et qui est de plus en plus sensible dans un contexte de pénétration d'énergie variable. Ce pilotage de la demande, il demande un accompagnement également sociologique, je l'ai dit, et ça c'est dans France Relance aussi un point sur lequel on s'attarde et sur lequel on accompagne beaucoup de TPE, PME. D'ailleurs, pardonnez-moi, je ne l'ai pas dit, mais ce qui est frappant également, c'est que dans ce plan, ce sont surtout des TPE, PME qui sont accompagnés, tout comme on peut le voir dans ce challenge ici. Et donc, comme on l'a dit, finalement, l'innovation sur les réseaux, ça passe avant tout par les startups, et ce sont elles qui vont faire bouger les lignes et qui vont permettre de mettre l'innovation au cœur de ces réseaux. Et pour la troisième thématique, et j'en terminerai par celle-ci, on accompagne également les nouvelles dynamiques territoriales via la création de plateformes de digitalisation et de données, de partage de la donnée, qu'il s'agisse de consommation, de mobilité. Et sur ce créneau-là, on s'aperçoit qu'on a un équilibre marché assez difficile, bien qu'on ait conscience qu'il faille mutualiser finalement ces données pour mutualiser les coûts et faire en sorte qu'il y ait une densification de ces données qui permettent leur utilisation. On voit finalement
mal ce que l'on peut faire avec. Donc nous, la réserve qu'on aura, quand vous me parlez de retour d'expérience, c'est finalement, excusez-moi l'expression un peu facile, mais trop de données, tue la donnée, avant de savoir ce que l'on veut faire de toutes ces données que l'on récolte, avant de mettre en place les instruments pour faire en sorte que ces données soient là, il faut bien s'interroger sur ce que l'on veut en faire. Et ne pas oublier qu'elles sont très énergivores également, et ça c'est un autre débat, mais sur lequel aussi on a besoin de s'attarder. Merci beaucoup donc pour cette vision start-up, PME côté France. On va partir côté Algérie à présent avec Monsieur Sid Ali Zerouki. Vous êtes à la tête du premier accélérateur public de start-up en Algérie. Votre première promotion comptait 14 pépites venues de l'ensemble des wilayas du pays. Est-ce que vous pouvez nous présenter les innovations énergétiques parmi ces pépites et surtout quelle est plus largement votre politique d'accompagnement sur les sujets énergie? Merci et bravo pour cette 6e édition. Donc c'est la première fois que j'assiste en tant que panéliste. Bravo, félicitations à Samir et toute son équipe. En fait, effectivement, l'accélérateur public Algérie Venture qui a été créé depuis moins d'une année. Maintenant, avec l'engouement de l'écosystème entrepreneurial en Algérie, depuis la création du ministère de tutelle, ministère des startups, qui a mis en place une batterie de textes légaux qui encadrent, qui permettent l'évolution de l'entrepreneuriat, et le gouvernement qui a mis des fonds importants. Donc, notre cohorte comptait pas moins de 14 startups, dont quelques-unes qui activées dans l'énergie, dans l'oil and gas, avec des solutions d'innovation. En fait, l'Algérie, qui est un partenaire depuis des décennies en énergie pour l'Europe, c'est une niche qui est importante parce que ça contient de l'innovation. Des industriels, des groupes, de grands groupes dans l'énergie, dans le oil and gas, ont fait appel dans le cadre de l'Open Innovation à des startups. Et des startups, au lieu d'avoir des levées de fonds, ils ont eu des bons de commande à hauteur de 30 millions de dollars. Donc ça, c'est une autre façon d'accompagner les startups qui peuvent amener de l'innovation, dans la gestion, on va dire, classique. À titre d'exemple, on a des startups qui ont ramené de l'IoT, l'Internet des objets, pour contrôler les puits. Qui se faisait, on va dire, de façon mécanique plus ou moins dans le passé. Maintenant, cette innovation a permis de réduire des coûts et contrôler de façon innovante la gestion des puits. Aussi, à travers d'autres challenges avec des multinationales dans le oil and gas, on a pu gérer l'émission des gaz torchés. Donc il y a des startups qui font ça en introduisant de l'IA. Donc cet accompagnement aujourd'hui a permis de faire des pas en avant et de se positionner pour deux raisons. L'une des raisons, c'est que il y a des niches, il y a de l'innovation qu'on peut apporter. De deux, les pouvoirs publics ont mis des mécanismes qui peuvent encourager l'innovation. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça sera vu encore de façon plus claire dans la prochaine loi de finances. Donc, il y a promotion de la recherche et développement. Toute entreprise ou groupe industriel qui investit dans la recherche et développement, qui dit recherche et développement et Open Innovation avec les startups, se verra encouragé en étant défiscalisé. Ça, c'est un autre encouragement et qui va nous aider encore à encourager et promouvoir nos startups. Merci beaucoup. And we're going to switch to English now to turn to Namibia. Mr. Johannes Andreas, you have set up an exchange platform aiming at smoothing extra-solar power energy transfer. Monsieur Johannes Andreas, est-ce que vous pouvez nous expliquer les acteurs que vous utilisez dans votre programme, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Julie, pour votre question. Je voudrais également remercier l'AFD pour son soutien et pour l'occasion de participer à cette table ronde aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais discuter du fait que l'État namibien est un marché électrique décentralisé. Pour les consommateurs, ils ont deux options. La première, l'installation de générateurs solaires afin de réduire leur consommation et de pouvoir exporter l'excès
Ensuite, le commerce bilatéral électrique en partenariat avec le régulateur. Nous, en tant que personne morale, nous pouvons participer au marché d'approvisionnement d'électricité. Nous travaillons dans ce domaine pour de nombreuses raisons, notamment parce que les revenus générés par l'approvisionnement électrique atteignent 55%. Il y a beaucoup de volatilité en termes de prix d'électricité sur le marché. L'un des aspects qui affecte l'approvisionnement d'électricité est, par exemple, très souvent, on trouve que les consommateurs doivent faire les frais de la volatilité du prix d'électricité. Donc, une solution serait de permettre au CNI de rester connecté au système électrique tout en pouvant bénéficier de nos solutions. Nous proposons donc une valeur socio-économique pour nos consommateurs. Merci beaucoup, Johannes, pour votre participation. Je vais maintenant me tourner à Geoffrey. Votre solution travaille dans le domaine d'approvisionnement d'électricité. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer en matière de système électrique et quelles innovations est-ce que vous utilisez pour mener bien vos projets? Oui, merci beaucoup. Nous essayons de donner plus de visibilité sur notre consommation. Et de fournir plus d'informations sur la croissance du marché. Il y a beaucoup plus de connexions au système électrique grâce à de nombreuses innovations soutenues par l'AFD, entre autres. Le problème, c'est que nous avons 20 millions de consommateurs en Afrique qui ne disposent pas du matériel ni des dispositifs pour pouvoir bénéficier de cette alimentation en électricité. Donc, la demande pour cette électricité n'est pas correcte pour qu'on puisse pouvoir fournir nos solutions de manière efficace. En termes de IoT, nous essayons de pallier cette lacune afin de nous assurer que les consommateurs d'électricité puissent justement bénéficier de cette alimentation en utilisant des dispositifs. En faisant cela, l'accès à l'énergie et à l'électricité spécifiquement devient un véritable objectif. Cela bénéficie également les sociétés d'approvisionnement en électricité parce que leurs consommateurs peuvent consommer davantage leurs produits. Merci beaucoup. Ce qui se passe en termes de distribution, de smart grid. J'aimerais à présent qu'on voit en quoi cette innovation peut catalyser la souveraineté énergétique qui nous intéresse aujourd'hui, surtout dans l'état actuel du monde, de l'Europe et de l'Afrique. Comment faire pour renforcer la production locale et les tendances à l'autonomie, et donc pour viser du moins à atteindre cette souveraineté énergétique. Donc je me retourne vers le premier concerné en ce moment, donc l'Europe. À nouveau vous, Monsieur Demour. Voilà, l'Europe et l'Afrique, on l'a dit, sont les premiers continents bouleversés par ces changements géopolitiques.
Face à ces crises, quelles modifications peut-on s'attendre pour la politique européenne et pour le secteur énergétique africain, surtout à court terme? Est-ce que vous pourriez nous indiquer si ces bouleversements vont conduire l'Union à revoir ses priorités en termes de coopération? Merci. En fait, suite aux crises alimentaires, énergétiques, climatiques, qui touchent à la fois le continent européen et aussi le continent africain, l'Union européenne a mis en place le programme et le plan Repower EU, qui consiste à la fois à diversifier nos sources d'approvisionnement sans augmenter la part des fuels fossiles dans notre mix énergétique. Aussi faire un effort accru sur les questions d'efficacité énergétique et d'énergie qu'on ne consomme pas. Donc là, on a une ambition augmentée de passer de 9 à 13% d'efficacité énergétique et aussi de réduire la demande au niveau européen d'ici le milieu de l'année prochaine autour de 15%. Et puis on accroît notre mix énergétique, la part du renouvelable, donc avec un objectif qui est passé de 40 à 45%. On est autour de 32% au niveau européen. Alors sur le court terme, ça crée peut-être des opportunités nouvelles pour certains pays africains, notamment d'importation de gaz. On avait des relations traditionnelles avec l'Égypte, l'Angola, le Nigeria, mais c'est des opportunités de court terme, puisque l'ambition, c'est quand même de réduire la consommation de gaz en Europe de 30%. Donc il y a des nouveaux pays émergents comme le Mozambique, le Sénégal, peut-être la Mauritanie, mais c'est vraiment sur du court à moyen terme. Et puis, en fait, ça ne fait que renforcer la nécessité d'accélérer. En anglais, on dit « never wait the opportunity arising from a crisis ». Ça ne fait que renforcer la conscientisation et ça sert de catalyseur et d'accélérateur à cette transition verte, à notre pacte vert. On a fait un effort énorme sur l'agenda vert en Afrique avec nos partenaires. Et nos partenaires africains nous disent effectivement de mettre l'accent sur cette efficacité énergétique, sur tout ce qui est le clean cooking, sur cette intégration et cette interconnexion. Donc, on travaille beaucoup avec les régulateurs des pays africains pour mettre en condition les perspectives d'échange et d'interconnexion qui existent entre certains pays pour faire du trading d'électricité entre pays une possibilité. Bien sûr, l'accent sur cette transition, notamment on le voit avec les débats sur les Just Energy Transition Partnership, avec l'Afrique du Sud, avec les mobilisations des pays du G7 importantes, avec 8 ou 9 milliards pour sortir en fait de l'ère du charbon. On a des discussions aussi avec le Sénégal. Et donc tous ces efforts qu'on fait en plus au niveau sur l'adaptation, on sort de la COP et en équipe Europe, l'Union européenne et ses États membres, c'est à peu près 23% sur les 23 milliards sur les 100 milliards de dollars qui ont au niveau des efforts changement climatique. L'Afrique bénéficie autour de 26% de ces fonds. Et voilà, donc en fait, ça sert essentiellement d'accélérateur et de catalyseur, que ce soit en Europe ou en Afrique. Et on le voit très bien parce que j'étais au Cameroun, presque 20 à 25% des recettes de l'État servaient à alimenter les problèmes de subventions, notamment que ce soit sur l'essence, le diesel, le gaz. Et donc, c'est ne plus supportable au niveau... Et l'énergie renouvelable, c'est l'avenir, c'est ce qui coûte le moins cher, c'est ce qui crée le plus d'emplois. Donc, ça sert d'accélérateur et de prise de conscience. Voilà, merci. Des objectifs ambitieux en termes d'énergie renouvelable, donc... Je vois ces prix sur la table depuis tout à l'heure, les prix qu'on remettra dans très peu de temps, donc ne manquez pas cette remise de prix. L'ADEME, Nadine Berthomieux, soutient cette année le Challenge Digital Energy Challenge. Pourquoi un tel projet est important pour vous et en quoi finalement les startups qui vont recevoir tout à l'heure ces prix trouvent-elles des solutions qui contribuent à la résilience des pays africains en matière énergétique? Eh bien, tout d'abord dire que l'ADEME a travaillé déjà avec les pays africains avec ses propres projets. Elle n'était pas aux côtés de l'AFD dans les années précédentes et elle
financer essentiellement des projets de microgrid. Donc, cette nouvelle configuration, elle est due au fait que les sujets traités dans ce challenge en particulier nous paraissent tout à fait pertinents. Et la raison, elle a été évoquée en première partie, hein, c'est qu'on retrouve exactement les mêmes sujets qui sont traités chez nous en métropole, en fait, via nos aides de France Relance. Donc, je dirais que quand les énergies variables s'introduisent sur le réseau, avec des productions décentralisées, on a besoin, comme on l'a dit, de mieux connaître son réseau, de mieux pouvoir l'appréhender, et ça passe par la digitalisation. La digitalisation, c'est le moyen d'être plus réactif, d'être plus résilient, et de rendre aussi ces nouveaux moyens de production et la création de nouveaux réseaux plus économes. Il a été dit qu'aujourd'hui, on a du mal en fait à trouver l'équilibre économique des microgrids. On pense qu'avec la digitalisation, on s'en rapprochera d'autant mieux. Donc voilà, l'une des raisons pour lesquelles on accompagne aujourd'hui ces startups. Et je dirais peut-être que s'il y a une différence, une singularité entre le réseau tel qu'on le connaît en Europe et celui qui est africain aujourd'hui et qui doit être celui de demain, c'est, comme il a été dit également, finalement, nous, on peut faire reposer notre sécurité sur les interconnexions, beaucoup, en partie, pas que. Lorsque le marché n'est pas global, ces interconnexions étant plus fragiles, il faut donc penser à une résilience à une échelle plus petite, plus régionale. Et dans ces cas-là, on va peut-être plus se tourner sur des capacités de production en ce qu'on appelle backup différentes. Et donc aujourd'hui, se pose sans doute la question sur les réseaux africains de quelles doivent rester mes productions massives qui permettent d'avoir ce qu'on appelle de la réserve tournante de l'inertie, qui reste un vrai sujet de stabilité du réseau et de maintien de la fréquence, versus donc l'avènement des renouvelables qui, on l'a dit, est vraiment l'accès à l'énergie le moins cher. Et donc c'est cette balance qu'il va falloir trouver, sachant qu'on l'a dit également, finalement, la batterie électrochimique, elle se situe un petit peu à cette interface où on sait qu'on a besoin de capacité et on sait qu'on a besoin de réactivité et de résilience du réseau. La batterie électrochimique, effectivement, c'est une boîte à outils assez intéressante qui permet de faire beaucoup de choses dans un contexte où on a des moyens de production évolutifs. Merci beaucoup. Donc on a parlé des réseaux et des réseaux africains. Je me tourne vers vous, Cydalise Zerouki. On l'a dit tout à l'heure, l'Afrique et l'Europe sont les continents en premier impactés par cette crise énergétique. L'Algérie, vous l'avez souligné, est un très grand producteur d'énergie. Quelle voie pour un pays comme le vôtre vers la souveraineté énergétique et en quoi le digital et les entrepreneurs peuvent contribuer ? Au fait, c'est une question très pertinente. Avec les géopolitiques et les crises énergétiques que vit le monde aujourd'hui, donc chaque pays pense à une souveraineté, pense à une continuité, pense à un plan, je dirais, de renouvellement et je dirais pour continuer à produire de l'énergie idéalement renouvelable. L'Algérie, qui est un partenaire de l'Europe depuis des dizaines d'années, et principalement donc pour la France, il a participé donc, il a un fort potentiel en énergie renouvelable, en l'occurrence donc en solaire, en thermique. Donc, il peut aller à une capacité de 15 000 mégawatts qui peut générer plus de 100 000 postes d'emploi. Donc ça, c'est déjà, ça fait partie de ce programme de plan d'action. Aussi, donc, il y a des investissements qui ont été mis en place donc, pour soutenir des entrepreneurs, des micro-entreprises, des startups, donc à innover dans des solutions dans l'énergie renouvelable, par exemple
La dernière fois, on avait le biométhanol. Donc, on a eu des startups, donc 2 startups qui nous ont agréablement surpris récemment par des solutions donc, qui sont mises en test et qui probablement passeront en exploitation sous peu. Donc, à l'instar de tous les autres pays qui sont, je dirais, en souffrance, même si on a les capacités donc, de production en gaz naturel, en oil and gas, je dirais, la partie énergie renouvelable, elle est sur la table et peut être un partenaire stratégique non seulement pour le continent européen, mais aussi pour le continent africain. On sait très bien que l'Algérie a un taux d'exposition au soleil, l'un des plus importants, pour ne pas dire le plus important au monde, avec plus de 16 heures d'exposition pratiquement tout au long de l'année. Il y a du potentiel, donc, même dans le wind energy, donc il y a un potentiel qui est considérable. Donc il y a des efforts qui sont consentis dans ce sens-là. Bon, pour l'anecdote, à l'époque, l'Algérie a exporté pour la France le GNL par bateau. C'était d'ailleurs la première destination, c'était pour la France, où tout le monde pensait que transporter le GNL, le gaz naturel liquéfié, par bateau, c'est une idée folle, mais ce n'est plus aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que avoir une souveraineté énergétique, c'est crucial aujourd'hui, et il y a des alternatives sur lesquelles on travaille, comme tous les autres pays. Merci. Merci beaucoup. Avant de rester sur la rive sud avec Monsieur Chekib Toebi qui est en ligne avec nous et que je vais interroger tout de suite juste après, laissez-moi revenir vers Geoffrey. Geoffrey Mburu, how can consumers payment money? Comment est-ce que les consommateurs peuvent agir pour faire levier en faveur d'un meilleur contrôle de la consommation de l'énergie et aider à encourager la souveraineté énergétique? Merci pour votre question. Si l'on considère la question du contrôle de l'énergie, je pense que en donnant plus de visibilité aux compagnies énergétiques sur les nouveaux clients qui ont accès à la grille, au réseau, et qui vont augmenter la consommation, ça c'est très important pour aider à gérer la croissance de la demande, à projeter la demande future et à comprendre comment organiser la puissance électrique, la répartir entre différentes zones géographiques. Cela peut permettre de contrôler aussi, de donner du contrôle aux consommateurs pour qu'ils comprennent eux-mêmes quelles sont leurs habitudes de consommation, combien cela leur coûte. Et cela peut les aider à établir leur budget énergétique à leur niveau, au niveau de leur usage. Qu'il s'agisse d'entreprises qui puissent intégrer ces chiffres à leur structure de dépenses ou bien comprendre leur consommation d'énergie. Donc nous pensons que c'est très important, à la fois pour les consommateurs et pour les producteurs d'énergie. Connexion, donc au lieu de partir rive sud, on va aller encore plus loin and get back to Namibia. Johannes, we have... Johannes, les chiffres sont très impressionnants. De 3% aujourd'hui, nous allons accélérer jusqu'à 27% en 2030 d'énergie renouvelable sur le continent. Alors, comment est-ce que cela se décline en Namibie? Est-ce que vous pensez que c'est une approche importante pour la souveraineté énergétique? Merci pour votre question. Je voudrais préciser que les règlements actuels en Namibie ont vraiment ouvert le marché au secteur privé et cela a permis de voir un essor des énergies renouvelables au sein du mix énergétique total. Du point de vue de la production, environ 40 producteurs indépendants d'énergie ont mis en place des panneaux solaires. Et ensuite, du côté des utilisateurs,
Il y a beaucoup d'opérateurs commerciaux qui ont mis en place des générateurs solaires sur leur site qui réinjectent aussi de l'énergie dans les réseaux. Donc la question, c'est le potentiel que nous avons, nous, en tant que pays, pour ce qui est des énergies renouvelables. Et quel est le pourcentage d'importation ensuite que nous avons besoin de faire. Nous faisons partie des pays qui ont un bon potentiel pour les panneaux photovoltaïques. Environ 5,5 unités par kilowatt en capacité de panneaux photovoltaïques. Mais nous sommes aussi un des pays où le coût moyen de l'électricité est le plus élevé dans les régions du sud de l'Afrique. Et c'est simplement parce que les aspects de coût dont j'ai parlé tout à l'heure, de plus nous devons importer 54% de notre électricité à l'heure actuelle. Je pense que la politique d'énergie renouvelable du gouvernement devrait permettre que 76% de l'électricité consommée dans le pays vienne des énergies renouvelables. Et c'est maintenant, ça fait partie des objectifs du gouvernement d'assurer la sécurité énergétique en s'appuyant sur les sources d'énergie renouvelables. Le secteur public et le secteur privé doivent travailler ensemble pour mettre en œuvre cette politique. Si nous souhaitons accéder à la souveraineté énergétique, nous devons investir dans le bon mélange d'énergie renouvelable et de capacité de production à basse émission de carbone. Donc, le mot de la fin pour vous, Monsieur Guichard. On s'apprête à remercier, à célébrer les lauréats du programme Digital Energy Challenge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail comment vous accompagnez et quelles sont ces innovations qui vont être récompensées et finalement, en quoi ils peuvent aider aujourd'hui le continent à s'émanciper d'une crise énergétique telle qu'on la vit en ce moment? Merci. Alors je crois que je vais faire court parce que je crois que la salle est impatiente de voir les lauréats sur scène et de les entendre parler de leurs innovations. Donc vraiment en quelques mots, on va le voir dans quelques minutes, la facilité va permettre de soutenir vraiment un panel d'innovations très diversifié. Vous allez entendre parler d'intelligence artificielle, de blockchain, d'objets connectés, de jumeaux numériques du réseau, d'applications dédiées pour les usagers. Donc on a vraiment un panel d'outils très large. On a aussi une richesse, je trouve, de cette facilité qui est dans la mise en relation de ces porteurs d'innovation très pointus et des opérateurs électriques plus traditionnels avec qui l'AFD travaille de longue date. Et vraiment, il y a une vraie émulation et un travail en commun qui est, je trouve, assez unique et très riche. Et ensuite, sur les usages de toutes ces innovations, je ne vais pas répéter, ça a été dit par Nadine et par mes voisins. On est sur des applications qui vont avoir des impacts sur l'accès hors réseau, sur une meilleure intégration des renouvelables. Je voudrais peut-être juste aussi mettre en avant, parce que certaines de ces innovations ciblent ce sujet-là aussi, on est aussi sur une meilleure maintenance des infrastructures installées. Et ça, c'est un sujet vraiment important parce qu'il y a des besoins massifs en investissement sur le continent pour la transition, sur la production, sur les réseaux. Mais il faut aussi que ces investissements et ces infrastructures soient pérennes et qu'elles durent très longtemps pour justement qu'on soit à la hauteur du défi. Et il y a beaucoup de ces innovations qui sont sur une meilleure connaissance du réseau, anticiper les pannes, être capable d'y réagir beaucoup plus rapidement et donc avoir des infrastructures beaucoup plus durables. Et ça me paraît vraiment un lieu aussi majeur pour l'innovation, pour réussir aussi ce défi de la transition sur le continent. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous nos panélistes sur un sujet aussi technique et compliqué d'avoir réussi à vulgariser le débat pour le public. Vous pouvez vraiment tous les applaudir. Voilà, merci beaucoup à Geoffrey Mbourou, à Johannes Andreas, à Nicolas Guichard, à Sidali Zerouki, à Nadine Berthomieux et à Monsieur Demour bien sûr pour leur débat. On va faire une petite photo de groupe et puis les lauréats peuvent se préparer. Je vais céder après la place à Samir pour animer cette remise de prix. Donc voilà, on fait juste la petite photo de groupe.